Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, je laisse arriver tout le monde tranquillement. Il y a déjà presque 20 participants. On démarre dans 3 petites minutes, à 14h05. Alors, pour ceux qui sont déjà présents, vous pouvez télécharger, comme d'habitude, de nombreux documents dans l'onglet des dossiers ou files, si ça s'affiche en anglais. N'hésitez pas, je les ai tous partagés, donc vous pouvez les télécharger très facilement. Voilà, il est 14h02, on attend encore 3 petites minutes. Alors, il est 14h05, nous allons immédiatement démarrer. Alors, le sujet du jour, c'est un sujet un petit peu atypique, je dirais, sur le plan juridique stricto sensu, mais il me paraissait extrêmement pertinent de l'aborder parce que c'est une problématique qui a été exposée, médiatisée tout au long du confinement et aussi en cette période post-confinement qui représente l'anxiété. Alors, l'anxiété vue sous l'angle des troubles du sommeil. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité à ce webinaire Madame Fanny Faugeron-Kimry, qui est sophrologue, que vous avez eu le plaisir d'écouter et même de pratiquer, puisqu'elle nous a fait un exercice lors du webinaire sur aider les aidants familiaux. Vous aurez aussi donc le plaisir de l'entendre et aussi de travailler sur certains exercices pratiques afférents aux troubles du sommeil, mais pas que. Donc, le propos de ce jour, c'est d'avoir une vue, je dirais, un petit peu panoramique du sujet, à savoir que, oui, il y a une sorte de syndrome de stress post-traumatique. Alors là, on posera la question, quel est le degré de gravité ou pas suite à ce confinement, l'enfermement, puis le fait que désormais, maintenant, finalement, les règles sautent un peu les unes après les autres. On l'a vu notamment au moment de la fête de la musique à Paris, on a vu toute cette bousculade autour des quais et les gens qui ne respectaient absolument pas les règles de distanciation ou les masques. Donc voilà, il y a toute une anxiété qui a perduré pendant le confinement et qui a trait aussi à cette période de post-confinement
où on ne saisit plus trop les règles. Est-ce qu'il faut porter des masques? Est-ce qu'il faut plus porter des masques? Est-ce qu'il faut être distant? Est-ce qu'il ne faut pas être distant? Est-ce qu'il faut remettre ses enfants à l'école ou il ne faut pas les remettre à l'école? Et tous ces sujets-là, tous ces questionnements sont source d'anxiété. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu les aborder aujourd'hui sous l'angle des troubles du sommeil? Parce que changement de rythme oblige, confinement oblige, tout a été extrêmement décalé, télétravail aussi oblige, confusion entre vie privée et vie professionnelle. Eh bien, le sommeil a été impacté par tout ça. Et le sommeil, comme vous l'expliquera Fanny, c'est vraiment la pierre angulaire, je dirais la colonne vertébrale d'un équilibre psychique et physique, physiologique, et donc aussi parfois la source de certains troubles anxieux, comme je viens de l'évoquer. Avant de passer la parole tout de suite à Fanny, je vais vous passer une petite vidéo qui est un extrait de la matinale d'Europe 1 où ces sujets-là précisément sont évoqués. Vous l'avez vécu si vous avez des enfants ce premier jour hier, sans école et avec ce véritable défi, se supporter pendant le confinement, c'est un long tunnel qui commence, mais il y a des solutions pour limiter, disons-le, l'exaspération qui peut parfois monter. Pierre Arbulot a pu joindre une famille qui a carrément rédigé une charte. C'est un texte sacré pour la période qui s'annonce, la charte de confinement. On n'a pas le droit de se lever avant 8h. Jouer dans sa chambre, débarrasser la table et la mettre. Théo et Charlotte, 6 et 9 ans, ont bien appris la leçon, ou plutôt le dessin que leur a fait leur maman, Natacha. Elle et son mari sont en télétravail avec leurs enfants à garder en même temps un cocktail. Assez explosif. Le cadre, plutôt cool en temps normal, avait besoin d'être un peu musclé. C'était nécessaire d'avoir des règles beaucoup plus strictes pour pouvoir s'en sortir au niveau du boulot pour nous et puis de la gestion des enfants de manière générale. Éditer des règles ou faire des plannings sont de bonnes idées pour la psychologue Caroline Goldman, mais ça n'empêchera pas les tensions inévitables. D'après la clinicienne, il faudra encore plus que d'habitude garder son sang-froid. Pour ne pas crier, générer une hostilité qui, dans un contexte de confinement, serait vraiment dommageable. Ce que je conseille, c'est d'exclure l'enfant dans un espace, par exemple sa chambre, c'est bien parce que c'est un espace sécurisé. Tu vas te calmer dans ta chambre et on viendra te chercher quand le puceau sera levé, vous voyez. Bref, soigner le mal par le mal et confiner en période de confinement. Alors, ce petit extrait, la matinale d'Europe 1, qui n'a pas forcément trait aux troubles du sommeil stricto sensu, c'était simplement pour faire un petit récap de cette sensation, de ce qu'on a vécu pendant le confinement, qui commence un peu à s'éloigner de nos esprits du fait de la reprise du travail. Mais effectivement, là, on abordait le fait de l'attention, de vivre ensemble 24 heures sur 24. On parlait notamment de la gestion des mamans avec leurs enfants de l'école à la maison et de l'obligation de fixer des règles. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Fanny. C'est que effectivement, ce qu'on entend un petit peu dans cette matinale, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de règles, puisque, comme je l'ai dit, il y avait une intrication vie privée, vie professionnelle, et aussi au niveau des enfants. On le voit, et on l'abordera aussi immédiatement après avec Léa, la question du retour à l'école des enfants. On voit bien que cette atmosphère d'anxiété imbibe encore beaucoup de parents qui refusent de remettre leurs enfants à l'école, ce qui fait que l'absence des règles, je dirais, perdure. Ou alors, voilà, de nouvelles règles qui doivent émerger au sein des familles de manière un peu créative, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, on est dans ce climat-là, on va dire, alors, mes excuses, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc je pose tout de suite la question à Fanny, est-ce qu'elle partage mon constat de
Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Oui, c'est mieux. Voilà, très bien. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Parfait. On vous entend parfaitement. Alors, je suis désolée pour ce petit bug technique. Je reprends. Donc, je donne tout de suite la parole à Fanny pour savoir si elle partage mon constat, si ses patients lui ont relégué ce type d'angoisse, le fait de l'absence de règles qui touche aussi les difficultés au niveau du sommeil. Et la deuxième question que je lui poserai à travers cette question introductive, à savoir quel type quelle tranche d'âge est-ce que ça touche le plus? Est-ce que ça touche, on pourrait penser que ça touche majoritairement les enfants, comme on l'a entendu dans cette petite vidéo, à savoir que les règles, on les pose pour les enfants, ou alors est-ce que les adultes eux-mêmes ont du mal à s'imposer des règles, ou alors est-ce que c'est ce phénomène anxieux qui a un impact sur le sommeil, c'est plus du côté des personnes âgées? Voilà ces deux questions assez larges, Fanny, pour vous laisser la parole aussi très largement. Entendu, merci Judith. Alors déjà, moi, il y a deux mots que je retiens dans la petite vidéo que vous nous avez passée. C'est le mot cadre et le mot règle. Et en fait, c'est vrai que dans cette période, donc que ce soit cette période passée qui a été le confinement ou la période qu'on est en train de vivre, ce déconfinement qui s'accélère et qui nous ouvre à une période d'incertitude pour l'instant, puisque justement, nous n'avons pas de règles très claires et très définies. Il nous a manqué fondamentalement un cadre et des règles. Et en termes vraiment de gestion, j'avais envie de dire du stress, pour parler au sens large, on peut parler de l'anxiété, mais pour parler plus globalement du stress, tout le monde n'a pas vécu de l'anxiété, mais beaucoup ont vécu du stress. Le sommeil, Judith l'a rappelé, est fondamental, et le sommeil a besoin de cadres, de structures, de règles très claires pour vraiment bien fonctionner. Donc, c'est vrai qu'une des clés pendant le confinement, certains ont réussi à l'appliquer, d'autres malheureusement pas du tout, c'était vraiment de garder des rythmes très structurés, de poser un cadre. Puisqu'il faut bien comprendre qu'en fait, le sommeil fonctionne avec notre horloge biologique et que cette horloge biologique, elle a un certain nombre de synchronisateurs. Ces synchronisateurs, on en parlera, c'est la lumière, bien évidemment, et cette alternance du jour et de la nuit, mais c'est aussi tous nos rythmes sociaux. Et là, pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, nous avons perdu ces rythmes sociaux. Donc, toute la difficulté était de garder un rythme, de garder un cadre, de garder des règles pour structurer notre sommeil. Et rien de pire était que de finalement se laisser, même si l'envie était tentante, puisqu'il y avait moins de contraintes extérieures, de se laisser aller à un rythme un peu comme en vacances, puisqu'il fallait s'adapter sur la durée. Et j'ai envie de dire, en plus, c'est une double adaptation. On a dû s'adapter, certes, au confinement, mais là, on est obligé aussi de s'adapter à une nouvelle période de déconfinement. Double adaptation, c'est extrêmement fatigant pour le corps. C'est vrai que beaucoup de gens disent finalement a posteriori avoir plutôt finalement bien vécu cette période de confinement, puisque ça leur a permis de peut-être ouvrir d'autres horizons, de prendre un peu plus de temps pour eux, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, le corps a dû s'adapter, ce qui a pu générer beaucoup de fatigue. Et le fait de se réadapter de nouveau encore à des nouveaux rythmes est très, très fatigant. Et cette fatigue peut elle-même engendrer du stress, de l'anxiété, etc. Voilà. Alors, pour la question des âges, j'ai envie de dire que ça touche tous les âges, bien évidemment, puisque ce besoin de cadre, de repères, pour notre horloge biologique, ça va bien évidemment être important et pour les petits et pour les adultes, mais aussi pour les seniors, avec bien sûr des spécificités relatives à chacun, puisque les besoins de sommeil et le fonctionnement du sommeil n'est pas le même en fonction de l'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plus jeunes vont avoir besoin d'une quantité de sommeil bien évidemment beaucoup plus importante. Quant à nos seniors, eux, ont moins besoin de sommeil. Et ça, on l'oublie parfois. Mais le sommeil du senior, alors quand je dis le sommeil du senior, ça démarre jeune. Hein. Le sommeil commence à prendre des rides, même si on ne le voit pas à partir de 50 ans. Ce sommeil va se déstructurer plus petit à petit et la quantité de besoin de sommeil sur 24 heures va être moins importante. C'est important de le dire parce que souvent à cette période-là, il y a une plainte de sommeil chez le sujet
plus âgées. Plainte qui finalement n'est simplement due qu'à une mauvaise prise en compte de ce changement de qualité de sommeil, alors que finalement il n'y a pas tant de répercussions que ça sur le quotidien de la personne. Et on parle de troubles du sommeil à partir du moment où il y a une répercussion sur la journée. La nuit peut être un peu hachée pour une personne âgée et bien évidemment cela va s'accentuer plus on avance en âge. Les temps d'endormissement par exemple vont s'allonger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un temps d'endormissement moyen, on va dire, pour une personne adulte, est d'une 20 à 30 minutes. Jusqu'à 30 minutes, pas d'inquiétude, on n'a pas d'insomnie de début de nuit. Je pense que c'est important de le rappeler aussi parce que certaines personnes s'inquiètent très vite de ne pas trouver le sommeil. Par contre, à partir de 80 ans à peu près, on va observer des temps d'endormissement qui peuvent aller jusqu'à 45 minutes. Mais là encore, c'est quelque chose de physiologique, de normal et qui ne doit pas inquiéter la personne. Ce qui est inquiétant, c'est les répercussions sur la journée. Et pourquoi effectivement il est important de bien gérer notre sommeil en ce moment, c'est comme effectivement l'a rappelé Judith, on vit une période d'incertitude. L'avenir n'est pas clair, en tout cas sur les règles à respecter, sur la façon dont économiquement les choses vont se mettre en place pour un grand nombre d'acteurs. Et ce sommeil va être la pierre angulaire, le fondement de notre qualité de vie, de notre bien-être et de nos capacités aussi cognitives. C'est important. Et là, je fais un point aussi par rapport au télétravail, puisque finalement, déconfinement entraîne aussi beaucoup encore de télétravail, ce qui est très intéressant. Mais attention, le télétravail n'est pas quelque chose qui s'improvise, même s'il s'est improvisé pendant le confinement, on n'a pas eu le choix. Mais beaucoup se sont retrouvés en télétravail sans mode d'emploi. Et je donnerai après peut-être quelques éléments clairs de recadrage des nécessités à observer en télétravail. Et le télétravail engendre de la sédentarité. Sédentarité qui va elle-même renforcer les difficultés de sommeil. Donc c'est là aussi où il va falloir être très vigilant en fait sur son sommeil quand on est en télétravail. Voilà, est-ce que ça répond, Judith, un peu à votre question? C'est très clair. Donc pour récapituler, je dirais que ce que vous mettez en avant, c'est que évidemment cette problématique liée au sommeil, elle concerne évidemment tous les âges. Concernant les enfants, c'est plus une problématique de règles. Concernant les adultes en âge de travailler, c'est souvent la problématique du télétravail. Et pour les personnes âgées, vous avez mis le point sur une notion extrêmement importante, c'est que la qualité du sommeil diminue, on va dire, à partir de 50 ans. Et qu'en fait, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, je dirais, est-ce qu'on ne peut parler de troubles de sommeil que quand cela a une répercussion sur la journée? Est-ce que c'est ça le critère fondamental? Oui, c'est exactement ça et c'est ça vraiment le message, j'ai envie de dire, des médecins du sommeil aujourd'hui. C'est vraiment de bien prendre en compte le fait qu'on ne peut vraiment parler de sommeil que lorsqu'il y a une plainte en fait en journée. On peut rencontrer des difficultés de sommeil passagères sur quelques nuits, mais si les répercussions, alors bien sûr la répercussion va être de la fatigue, un peu d'irritabilité, etc. en journée, mais si tout cela rentre dans l'ordre rapidement, on ne peut pas parler de troubles du sommeil. Le médecin du sommeil va prendre en compte vraiment la plainte sur les difficultés rencontrées dans la journée. Difficultés de concentration, la somnolence, une irritabilité forte, etc. etc. Voilà. J'aimerais peut-être ajouter aussi un point puisqu'on a commencé à parler du senior, je pense que c'est important de parler aussi de la question de la lumière et en lien avec le sommeil, puisque on parle de cadre, on parle de règles. C'est quoi finalement les bonnes règles d'hygiène de vie à respecter pour favoriser un sommeil récupérateur et donc qui va nous permettre d'être efficient en journée. Il faut savoir qu'en fait, le sommeil, ça se prépare non pas quand on va aller dormir, on verra qu'il y a des choses à faire avant d'aller dormir, mais ça se prépare dès le réveil.
Ça peut paraître étonnant, souvent j'ai des yeux un peu écarquillés quand je dis ça en atelier ou en conférence, mais votre sommeil, vous le préparez dès que vous mettez le pied en dehors du lit le matin. Et ça commence par s'éclairer, c'est fondamental en fait. Et là, j'ouvre vraiment ce point par rapport aux personnes âgées, et notamment aux personnes âgées qui vont être en EHPAD ou dans des environnements qui ne vont pas permettre cela. La lumière est un fabuleux synchronisateur de l'horloge biologique. La lumière, c'est aussi ce qui permet à la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, donc l'hormone qui va favoriser l'endormissement, d'être stoppée. Elle est stoppée quand je suis exposée à la lumière et au contraire, elle se diffuse dans mon organisme quand je suis dans l'obscurité. Donc, de bien montrer en fait au corps, au cerveau, à l'horloge biologique que ma journée démarre, ça démarre par m'exposer à la lumière du jour. Et ça, c'est fondamental. Plus on va rester dans un environnement sombre longtemps le matin, moins l'horloge va être bien synchronisée et plus on va se décaler en fait au niveau de nos rythmes. Et ça, c'était difficile parfois en confinement pour des gens qui étaient dans des petits appartements avec peu d'exposition au soleil, puisque cette exposition, bien sûr, idéalement, elle se fait à la lumière du jour. En ce moment, ça tombe bien, il fait très beau, mais c'est vrai que quand on a été confiné, il y a eu des moments aussi où il faisait moins beau et certains avaient peu d'accès à cette lumière du jour. Alors, si on n'a pas d'accès à la lumière du jour, on peut essayer de s'éclairer avec une lumière artificielle, voire de la luminothérapie. Simplement à bien utiliser. On n'utilise pas des lampes de luminothérapie à n'importe quel moment de la journée, justement, vous l'aurez compris, puisque c'est ce qui va nous synchroniser. Donc, on ne va pas s'éclairer en luminothérapie en fin d'après-midi, ça n'aurait pas de sens, on va le faire le matin plutôt. Et donc, ce sommeil se prépare le matin avec l'exposition à la lumière, mais aussi avec un démarrage dynamique. On peut par exemple prendre une douche chaude pour faire remonter l'énergie du corps, pour délier les muscles, pour échauffer le corps et se mettre déjà dans des bonnes conditions. Et inversement, le soir, on va faire exactement le contraire. Et c'est là où c'est important aussi pour les enfants, du coup, c'est que le soir, on va laisser cette mélatonine être sécrétée. Et donc pour ça, on va créer une ambiance favorable au sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'une certaine heure que l'on définit ensemble en famille, on va commencer à créer déjà au niveau lumière, à faire baisser l'intensité lumineuse. Alors, je vais faire un point très, très spécifique sur les écrans à ce sujet, parce que ce qui nous éclaire aussi, bien sûr, il y a la lumière du jour, la lumière électrique, mais ce sont aussi nos écrans. Et dans cette période, que ce soit le confinement, mais aussi le déconfinement, puisque certains d'entre nous sont encore en télétravail, on est beaucoup sur écran, en interaction justement, en conférence Zoom, avec les collègues, etc. Donc, attention aux écrans le soir, et moi j'invite vraiment au couvre-feu numérique. Couvre-feu numérique, c'est quoi? C'est couper toute source d'écran, ça veut dire tablette, ordinateur, ça veut dire téléphone, au moins quand on est adulte, 1 heure, voire 2 heures avant d'aller dormir. Donc, ça veut dire a fortiori chez les plus jeunes, au moins 2 heures avant d'aller dormir. Et là, c'est important pour la mélatonine, donc cette hormone du sommeil, mais ça va être important aussi pour un retour au calme dans la famille et justement aider l'enfant à s'apaiser, à se détendre, à aller dormir plus facilement. Et ça peut éviter aussi beaucoup de sources de tension, d'agacement, de contrariété et de disputes, comme c'était évoqué dans la petite vidéo. Donc, créer une ambiance favorable au sommeil le soir, ça veut dire donc baisser l'intensité lumineuse, couper les écrans, ça veut dire aussi peut-être privilégier de la musique douce, privilégier des temps de détente, de relaxation, de lecture. Ça veut dire aussi, là, je fais ce point par rapport à l'anxiété des uns et des autres, couper aussi les sources d'information, couper les infos à passer 21h30 pour les adultes, puisque certains adultes vont être très sensibles, très perméables aux infos anxiogènes, et ça va leur impacter en fait leur endormissement, ils vont avoir des difficultés d'endormissement. Et a fortiori pour les plus jeunes qui vont prendre ces images en direct sans forcément avoir les filtres
que nous avons de compréhension, ça peut être des sources de stress. Donc la télé allumée à la maison en permanence le soir, surtout en ce moment, peut être assez délétère pour l'ambiance familiale et le sommeil. Voilà. Donc sur le soir, des rituels. Pensez à instaurer des rituels. Je termine juste sur ce petit point-là, puis après peut-être on parlera d'autres problématiques. Mais le rituel, quand on était enfant, on nous disait toujours, allez, une petite histoire, un pyjama, on brosse les dents et au lit. Eh bien, il faut savoir que nous, adultes aussi, on a tout autant besoin de ces rituels. Donc, organisons des petits moments de cette manière-là, très répétitifs. Ça permet au cerveau de comprendre qu'il est temps d'aller dormir, en fait. Donc, je vous invite, surtout s'il y a de l'anxiété, à créer ces rituels avec une tisane, avec une ambiance sympa, avec pourquoi pas une douche. Alors, attention, pas de bain ou de douche chaude le soir. Vous allez faire remonter la température du corps et vous aurez des difficultés d'endormissement. Donc, on fait très attention. La douche chaude, c'est réservé au matin. Le soir, on est plutôt sur quelque chose de tiède, voire de frais, surtout quand il fait chaud, pour que la température du corps baisse et puisse trouver le sommeil. On s'endort dans des températures plus fraîches. Donc, idéalement, par exemple, la chambre devrait être autour de 18-20 degrés. Une chambre, bien sûr, sombre et protégée du bruit aussi. Voilà. Merci beaucoup Fanny pour cet exposé extrêmement intéressant. Donc, voilà, alors si je dois retenir des éléments très intéressants et pertinents pour notre quotidien, c'est cette notion, cette expression que je trouve extrêmement impactante, c'est-à-dire elle dit vraiment les choses, le couvre-feu numérique, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Et effectivement, je pense aussi aux personnes âgées, parce que pour nous qui avons, alors on appelle seniors, personnes âgées, excusez-moi, c'est peut-être, voilà, il faut trouver le terme, voilà, le terme adapté, mais des fois, voilà, on va dans certains foyers, d'ailleurs, pas que chez les personnes âgées, mais une forme de réconfort et de présence, souvent pour les personnes qui sont seules, c'est d'avoir la radio allumée en permanence, ou pire, la télé allumée en permanence. De toute évidence, c'est tout à fait néfaste pour l'horloge biologique et pour la préparation au sommeil. Donc, cette notion de couvre-feu numérique, elle me semble extrêmement intéressante pour toute tranche d'âge. L'idée d'instaurer des rituels, ça c'est tout à fait évident. La lumière du jour aussi, c'est important de sortir, de s'aérer. Souvent, on le voit d'ailleurs, ça peut être des adolescents ou des seniors qui se sont habitués à ce confinement ou d'être devant les écrans et qu'on a du mal à sortir en disant bah sors, c'est extrêmement important, on le voit à toute tranche d'âge. Donc voilà. Et ce que je retiens aussi, Fanny, de ce que vous avez dit, très intéressant, c'est qu'en fait, un bon sommeil, ça se prépare dès le réveil. Voilà. Et voilà, l'idée aussi d'avoir peut-être un réveil chaud, un endormissement un peu plus froid, de se mettre en cohérence avec son corps. Alors, maintenant, je vais passer à une vision un petit peu plus, on va dire, juridique de ce que vous avez décrit, à savoir que ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, il faut recréer un cadre, il faut recréer des rituels, il faut retrouver des règles qui soient adaptées à l'équilibre de chacun. Et nous, au cabinet, ce qu'on a beaucoup vu et entendu de la part de nos clients ces derniers temps, c'est une sorte de dérèglement familial. Alors, je m'explique, nous qui avons beaucoup de dossiers en droit de la famille, dans le cas de couples séparés ou divorcés. Je vais vous parler d'un dossier que j'ai eu récemment et qui est très, très symptomatique de ce qui a pu se passer. Et je laisserai tout de suite après la parole à Léa pour qu'elle vous refasse un point sur la notion d'autorité parentale, de droit de visite, de non-présentation d'enfants. Et je vais vous expliquer tous ces termes un peu lourds, très juridiques, très judiciaires, comment ça a commencé en quelque sorte. J'ai le cas d'un monsieur dont le cabinet a fait le divorce il y a à peu près 3 ans. Il avait mis en place une alternance avec son ex-épouse, avec la mère de ses enfants. Donc, pendant 3 ans, ça se passe bien. De son côté, son ex-épouse, ce qu'on dit, j'aime pas trop cette expression, mais refait sa vie avec un monsieur qui lui-même a 2 enfants. Elle a un autre enfant. Donc, elle se retrouve en alternance avec 6 enfants à la maison. Et monsieur lui-même, de son côté, a une nouvelle compagne qui elle-même a 2 enfants. Donc, vous voyez toute une constellation, la fameuse constellation de la famille recomposée, qui pose en elle-même les problématiques des rythmes de chacun.
notamment de droit de visite, etc. Mais bon, ils étaient arrivés à un modus vivendi. Et j'en aurais bientôt terminé. Et du jour au lendemain, madame lui dit, écoute, je dois quitter mon logement, c'est-à-dire il vivait forcément à des logements pas trop éloignés pour favoriser l'alternance. Je pars en province parce que la maison à laquelle je suis manque de s'écrouler et que maintenant j'ai une grande famille et que je préfère être à côté de mes parents, etc. Et mon client est complètement perturbé, sous le choc, parce que l'alternance, vous savez ce que c'est quand même le suivi de la vie de ses enfants. C'est pas un papa d'un week-end sur deux. Et donc, il se retrouve brutalement projeté là-dedans. Et que se passe-t-il à ce moment-là? C'est que les enfants étaient scolarisés en région parisienne et la maman donc, part avec les enfants. Elle dit voilà, donc bon, pendant la période de confinement, c'était l'école à la maison. Mais depuis le 22 juin, où il y a une obligation de remettre les enfants à l'école, le papa m'a appelé en me disant, en dehors de toutes les problématiques que ça pose de changement de résidence, m'a dit je ne comprends pas, la mère de mes enfants n'a pas remis les enfants à l'école. Et moi, je veux que les enfants soient à l'école. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a mis en avant? Et vous allez voir, on va rebondir sur notre thématique du jour. Elle a dit, écoute, ils ont pris un rythme, ça leur convient tout à fait. Moi, de toute façon, je suis en télétravail, je leur fais l'école et j'ai obtenu l'accord de leur école en région parisienne du fait de l'éloignement géographique pour continuer l'école à la maison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dame a mis en avant, en quelque sorte, je dirais pour mettre en avant son droit, un droit, je dirais, un peu supérieur par rapport à celui du papa concernant le partage de l'autorité parentale. Qu'est-ce qu'elle a mis en avant? Elle a dit, ben voilà, c'est le rythme des enfants. Le rythme des enfants a changé. Ils se lèvent plus tard, ils se couchent plus tard. Moi, je me suis adaptée, etc. Tout le monde s'est adapté. Et le papa n'était pas du tout pour ça. Donc, ça a posé la question de dire, dans cette période post-confinement, notamment par rapport à la scolarité des enfants, quand il y a un désaccord entre les parents, eh bien, où se situe le partage d'autorité parentale? Plus encore que cela, une des conséquences de cet éloignement géographique, c'est que le papa, bien évidemment, il a été mis devant le fait accompli et que malheureusement, dans ces périodes-là, eh bien, il y a le désarroi, il y a le désespoir, il y a beaucoup de sentiments qui s'expriment. Et aussi, lui, il avait l'anxiété de perdre ses enfants. Pourquoi? Alors ça aussi, j'ai oublié de le rappeler, et vous allez voir pourquoi ce dossier est très symptomatique, parce que pendant toute la période de Covid, de confinement, le père voulait voir ses enfants, les enfants étaient, juste avant que l'interdiction, vous savez, de passer d'un département à un autre soit mise en vigueur, ils étaient chez la maman, et la maman a dit au père, c'est comme ça, moi je ne veux pas que tu viennes, parce que sur le plan sanitaire, ça va être très dangereux. Et donc le papa, qui avait une alternance, avant même que ce changement géographique se produise, eh bien, il n'a pas vu ses enfants pendant 2 mois, comme beaucoup de papas, dû à cette période de confinement. Et la problématique, c'est que ces 2 mois, qui étaient censés être temporaires, une parenthèse dans la vie des couples séparés ou divorcés, notamment ceux qui avaient mis en place une alternance, eh bien, elle a produit ces effets, notamment ces effets anxieux. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, et c'est pour ça que là, encore une fois, je raccroche les wagons par rapport à la thématique du jour, c'est qu'il y a eu un changement de rythme. Le changement de résidence a imposé un changement de rythme. Ce qui fait que là, dans le cas de ce monsieur, les enfants se sont habitués à vivre chez la maman et il y a eu une sorte de malentendu entre mon client et son aîné, c'est une fratrie de 3 garçons, et l'aîné a dit, écoute, je ne veux plus venir chez toi, je ne veux plus te voir. Vous voyez? Et donc, ça a placé encore plus mon client dans une forme de désarroi. Donc, je l'ai invité bien évidemment à contacter des médiateurs, des psys, pour essayer de renouer avec son fils. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, et j'en aurais terminé avec l'exposé de ce dossier, mais assez édifiant et parlant, c'est que vous voyez, un simple changement de rythme, un changement de résidence, eh bien, ça a eu un impact énorme sur non seulement, évidemment, la résidence des enfants, le droit de vie de monsieur, mais aussi sur la conception des enfants, du rythme de manière générale, que ce soit sur le plan scolaire ou dans la relation avec leur papa. Et avant de redonner la parole à Fanny sur ce thème-là, j'aimerais vous faire un point de droit avec Léa, justement, vous rappeler comment s'articule l'autorité parentale, comment s'articule cette fameuse notion de partage d'autorité parentale. Et dans un deuxième temps, Léa, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous éclairiez sur ce qu'ont cours les parents
qui refusent de remettre leurs enfants à l'école. Ça, c'est vraiment une question qui nous est posée très régulièrement. Voilà, donc Léa, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour commencer, comme vous l'avez demandé Judith, faire un petit point un peu sur l'autorité parentale et comment ça se passe dans un couple séparé. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui a pour finalité l'intérêt des enfants. Donc, elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant et pour le protéger donc dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et aussi pour assurer son éducation et permettre... Alors ça, c'est l'article 311-1 du Code civil qui le mentionne. Alors ensuite, le Code civil pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui concerne non seulement les parents mariés, mais aussi donc les parents non mariés, les parents séparés ou divorcés. L'article 373-2 du Code civil énonce le principe selon lequel la séparation des parents est sans incidence sur les règles d'évolution de l'exercice de l'autorité parentale. Donc finalement, l'exercice en commun de l'autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant. Alors il faut savoir aussi que donc, les parents qui refusent de respecter les modalités d'exercice de la résidence ou du droit de visite et d'hébergement qui ont été fixés par le juge peuvent donc s'exposer donc à un recours judiciaire et pourraient même être accusés d'avoir commis le délit de non-représentation d'enfants. Alors dans le droit, donc les parents qui sont mis en cause peuvent se défendre en faisant valoir donc deux éléments, soit l'intérêt de l'enfant ou alors la présence d'un danger pour l'enfant en cas de remise à l'autre parent. En ce qui concerne donc le danger, il faut que ça soit un danger avéré. Donc il faut que des circonstances soient exceptionnelles et permettent d'établir l'existence d'un danger actuel ou imminent menaçant la personne ou la santé de l'enfant. Par rapport à l'affaire dont vous avez mentionné, Judith, il faut savoir que le refus ou la réticence de l'enfant n'est jamais un fait justificatif de non-remise de l'un des deux parents. Et ensuite, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, par exemple, dans l'affaire que vous avez évoquée, c'était les enfants qui disaient qu'ils s'étaient habitués à un certain rythme. Il faut prendre en compte surtout la fragilité donc, de l'enfant en fonction de son âge, de son état de santé, des risques particuliers d'exposition de l'enfant, par exemple, au Covid-19, ou par exemple le non-respect du confinement par le parent. Mais encore une fois, ce n'est pas juste la volonté de l'enfant qui pourra permettre de contrevenir aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Je vous interromps une seconde, Léa, précisément pour que nos participants aient parfaitement en tête ce que vous venez de dire. C'est extrêmement important et je ne cesserai de le répéter. Beaucoup de parents disent, surtout quand cela concerne des enfants adolescents, en disant « il ne veut plus te voir, elle ne veut plus te voir ». Eh bien, les parents, précisément du fait de ce que vient de décrire Léa, parce qu'ils partagent en commun cette fameuse autorité parentale, ils doivent faire respecter les droits de l'autre parent. Ils ne peuvent pas se contenter de dire soit un risque sanitaire particulièrement élevé, en tout cas un critère d'une particulière gravité. Et si ce n'est pas le cas, le parent qui refuse de remettre l'autre enfant au parent qui en est privé, même si c'est un enfant adolescent et même si l'adolescent ou même l'enfant, et là je le rappelle, la loi prend en compte ce qu'on appelle l'âge du discernement. Et l'âge du discernement, il se situe selon la jurisprudence, des fois très tôt, 7 ans, mais en général, c'est plutôt autour de 9 ans. Et c'est souvent une notion derrière laquelle se protègent souvent beaucoup de mamans qui disent, bah voilà, il ou elle ne veut plus te voir. Attention, ça ne suffit pas de dire ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'entends très très souvent en cabinet. Il faut absolument que le parent dont l'enfant refuse de voir l'autre parent et qui a sa résidence, mettre tout en œuvre pour que l'autre enfant voit l'autre parent. Alors, comment est-ce qu'il peut faire? Évidemment, il ne peut pas le prendre de force et l'emmener à l'autre parent. Il peut encore moins demander aux policiers ou aux gendarmes de venir chercher l'enfant. Vous voyez, en matière de délit de non-présentation d'enfant, comme va l'expliciter plus en amont Léa, effectivement, c'est rare que des policiers ou des gendarmes viennent au domicile de l'autre parent pour prendre l'enfant de force. Sauf dans des cas de soupçon de kidnapping, ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait quasiment pas. Donc, mais par contre, il faut mettre tout en œuvre. Alors, c'est quoi mettre tout en œuvre? Il faut pousser l'enfant à aller revoir son parent, il faut l'y amener, il faut peut-être mettre en place un cadre non anxiogène, c'est-à-dire soit chez un tiers, un thérapeute, un psychologue, un sophrologue, en tout cas un expert qui saura calmer la tension des uns et des autres, ou alors tout simplement trouver un parent proche de la famille de paternelle ou maternelle qui serait concernée, qui pourrait accompagner l'autre parent, c'est-à-dire proposer un tiers
pour que l'enfant ne soit pas en contact direct avec l'autre parent, ou alors de proposer tout simplement un cadre en dehors de la maison du parent chez lequel l'autre enfant ne veut pas aller, marcher dans un jardin, aller à une exposition, sortir à un parc d'attractions. Mais quoi qu'il en soit, et excusez-moi Léa, je vous ai interrompu dans votre exposé, mais c'est une idée très très importante. Ce n'est pas parce que l'enfant dit « mon rythme a changé, j'ai plus envie de voir mon père, je suis stressé, je suis anxieux », surtout dans cette période très troublée post-confinement, eh bien vous avez un devoir en tant que parent de permettre à l'enfant de garder des liens avec son parent. C'est déjà le cas dans la loi, l'obligation pour les parents de permettre à l'enfant de conserver des liens avec des tiers. C'est quoi les tiers? C'est souvent les grands-parents, ou alors ça peut être un beau-père, une belle-mère, ou des gens dont on a été proche. Mais bien évidemment, c'est un niveau tout particulièrement protégé quand il s'agit de l'autre parent. Donc attention, ne vous méprenez pas, vous assistants sociaux qui accompagnez vos agents et salariés, ce n'est pas une raison de dire mon enfant ne veut pas le voir. C'est un délit pénal et ce délit, c'est un délit de non-présentation d'enfants, même lorsqu'il s'agit d'adolescents. J'en ai terminé sur ce focus. Léa, je vous relaisse la parole. Si vous voulez terminer de justement nous expliciter un peu le délit de non-présentation d'enfants et après aborder cette question plus spécifique du retour ou pas à l'école. Donc, oui, en ce qui concerne donc, le délit de non-présentation d'enfants, donc finalement, c'est lorsqu'un parent ne respecte pas, donc en vertu d'une décision judiciaire, son obligation de représenter l'enfant à l'autre parent. Donc, c'est un comportement qui est constitutif du délit de non-représentation d'enfants mineurs. Alors, pour les juges, cette incrimination, elle a surtout pour objet donc, de protéger l'intérêt de l'enfant. Pourtant, il y a certaines situations dans lesquelles le parent qui empêche son enfant de voir son autre parent le fait dans un souci de protection, par exemple en cas de violence ou même en cas de non-respect donc, des mesures de confinement et un risque d'exposition au Covid-19. Alors, c'est l'article 227-5 du Code pénal qui définit ce délit comme le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Donc, ce qui est sanctionné, non-respect des droits de visite et d'hébergement ou de garde d'une personne sur son enfant mineur. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a quand même des éléments justificatifs de cette infraction. Donc, en cas de risque d'enlèvement d'enfant ou en cas de preuve de danger grave et imminent sur l'enfant. Donc, dans ces hypothèses-là, le parent ne représentera pas son enfant et ne sera pas condamné. Donc ce délit est au cœur d'un débat parce qu'il y a quand même certains éléments qui pourraient permettre de justifier la non-représentation d'enfants et qui ne sont pas pris en compte dans la loi. J'en citerai qu'un, c'est par exemple justement, quand l'enfant résiste à voir son autre parent, on peut se demander pourquoi son avis et ses raisons ne sont pas prises en compte. Donc est-ce qu'il ne va pas plus dans son intérêt de modifier les droits de visite plutôt que de l'obliger à continuer à aller voir un parent si, par exemple, il a des troubles de sommeil, il fait vraiment un trouble alimentaire à l'idée d'aller voir son autre parent. Donc ça, c'est quand même un autre sujet. Mais donc voici un peu les éléments constitutifs de délit de non-représentation d'enfants. Alors maintenant, en ce qui concerne un peu plus précisément les questions donc d'autorité parentale et d'école, il y a deux questions qui peuvent se poser actuellement. C'est notamment est-ce que les parents peuvent refuser de remettre leurs enfants à l'école et que faire quand les parents ne sont pas d'accord. Alors, il faut savoir qu'en France, l'instruction elle est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 16 ans révolus. Et donc, à partir donc, de lundi dernier, le 22 juin, le président de la République a bien indiqué que la présence des élèves à l'école primaire et secondaire est obligatoire, et ce jusqu'au 3 juillet. Alors, il faut savoir que d'ordinaire, les établissements scolaires sont censés réagir après 4 demi-journées d'absence dans le mois, d'absence d'élèves au sein de l'établissement. Et une action de médiation sera lancée. Et s'il n'y a vraiment aucun changement, eh bien que les services sociaux pourront également être avertis. Donc là, les parents, ils encourent une amende pouvant aller jusqu'à 750 € d'amende s'ils ne mettent pas leur enfant à l'école. Alors cependant, dans la situation actuelle, les choses sont un peu différentes. Les parents ne risquent en soi pas grand-chose s'ils ne décident pas de remettre leurs enfants à l'école avant le 3 juillet. Alors, par exemple, le président du syndicat national des élèves et collèges a indiqué les directeurs ne vont pas faire la chasse aux parents, ils ne perdront pas de temps à noter les élèves absents et leur coller un conseil de discipline. Au mieux, ils appelleront les parents le premier jour de l'absence et ces derniers trouveront une bonne excuse et ça s'arrêtera là. Donc, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'école est obligatoire en France. Le gouvernement a annoncé la reprise des classes à partir du 22 juin. Mais au regard de la situation actuelle du contexte sanitaire, si les élèves de maternelle et collège
sont attendus de manière obligatoire dans l'école, il ne semble pas que les parents ou même les enfants pourraient se voir sanctionnés si jamais les enfants n'y retournent pas. Alors cependant, les choses risquent quand même de changer à partir de septembre et peut-être que certains parents choisiront de scolariser leurs enfants à la maison. Alors ensuite, donc que faire en cas de désaccord entre les parents? Par exemple, si un des parents décide de ne pas remettre l'enfant à l'école alors que l'autre voudrait justement qu'il retourne à l'école. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les deux parents partagent l'exercice commun de l'autorité parentale qui leur donne donc les mêmes droits et les mêmes devoirs pour élever et protéger leurs enfants. Alors, le Code civil, il permet cependant à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale. Alors, en cas d'acte usuel, l'accord de l'autre parent sera présumé et donc un des parents pourra agir seul. La très grande majorité des décisions des parents qui concernent l'école entrent justement dans cette catégorie d'actes usuels. Finalement, c'est seules les décisions éducatives les plus importantes, par exemple celles liées à l'orientation scolaire, requièrent l'accord des deux parents. Pour l'accord des deux parents, il faut vraiment donc des décisions graves qui nécessitent cet accord-là. Et pour tous les actes un peu plus simples, les actes usuels de la vie courante, la décision d'un seul des parents suffit. Donc, il n'y a pas forcément de réponse claire et tranchée à apporter à la question de savoir que faire si les parents ne sont pas d'accord. Mais j'ai essayé de vous donner un aperçu un peu exhaustif. Merci beaucoup, Léa. Alors, c'était très intéressant. Donc, vous voyez effectivement, comme vous l'avez dit, Léa, on passe d'un terrain, on va dire, délictuel de non-présentation d'enfants à des notions plus de partage d'autorité parentale, d'actes usuels. En tout cas, c'est sûr que l'incrimination n'est pas d'une gravité extrême et que beaucoup de parents pourront se trouver des excuses. Mais je dirais, et là je vais redonner tout de suite la parole à Fanny, c'est qu'en réalité, pour tout ce qui a trait, on va dire, à ces notions d'autorité parentale, je le remets à l'école, je ne le remets pas à l'école, etc., un avocat, évidemment, doit conseiller ses clients, mais que derrière ces questions-là, il y a en fait des positionnements sur le plan éducatif ou parfois des ressentiments très forts par rapport à la séparation qui remontent à la surface et qui n'ont pas grand-chose à voir, je dirais, avec des enjeux juridiques et judiciaires. Et souvent, ce qu'il faut dans ces cas-là, moi, ce que je dis à mes clients quand il y a une forme d'escalade en disant oui, il ne me donne pas ci, il ne me donne pas ça, etc. Vous voyez, il y a les côtés à la fois très affectifs et très objectifs et parfois financiers qui viennent se mêler. Je leur dis déjà, il faut essayer de faire baisser la tension. Alors, moi, n'étant pas spécialiste et pas praticienne, je n'ai pas beaucoup de clés pour les aider à faire cela, mais Fanny Faugeron en a précisément. Et c'est peut-être, vous voyez, comment dire, un conseil de bon sens que je vous invite à proposer aux personnes que vous accompagnez, vous assistants sociaux, c'est que d'abord, il faut un petit peu recaler ses émotions. Et avant de donner tout de suite la parole à Fanny, je voulais juste vous terminer sur l'histoire de ce papa. C'est que qu'est-ce que ce papa m'a dit, vous voyez, après tout cet enchaînement de changement de résidence, de changement de rythme, de son aîné qui ne veut pas le voir, il était très désespéré. Il m'a dit, dans ce cas-là, c'est pas grave, j'ai perdu mon fils et c'est terminé. Et donc, tout ça, en fait, son dossier, qui n'était en réalité qu'un dossier un petit peu technique, je dirais, évidemment avec des incidences affectives, mais un dossier de changement géographique qui n'enlevait pas en soi ses droits de père, il l'a ressenti très violemment et avec une énorme anxiété. Et cette anxiété lui a donné un peu le sentiment qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait baisser les bras et que de toute façon le droit était du côté de la mère, etc. Donc, il a ressenti une anxiété très envahissante que je vois chez beaucoup de clients. Donc, Fanny, je vous laisse tout de suite la parole. Vous allez, je pense, nous proposer un exercice intéressant de respiration abdominale, tout simplement pour essayer de se resituer un petit peu plus calmement dans sa problématique. Vous m'entendez? Oui, alors je vais faire le lien justement avec cet exercice à la fois sur le sommeil, la gestion des émotions et la gestion du stress, puisque finalement l'ensemble est lié. Si je suis stressée, si mes émotions me débordent, je vais avoir des difficultés à dormir. Et si j'ai des difficultés à dormir, vous l'avez compris, je vais accentuer, majorer mon stress et majorer aussi ma réponse émotionnelle. Juste une parenthèse avant de démarrer, les émotions sont tout à fait normales. Les émotions vont générer dans l'organisme des réactions à la fois physiologiques et des réactions comportementales, psychologiques. Ce qui vient poser problème, et souvent les gens qui vont
consulter demande en fait à ce que l'intensité de ces émotions soit un peu apaisée. Hein. C'est comme s'il fallait baisser un petit peu le thermostat émotionnel pour, comme le disait Judith, reprendre un petit peu ses esprits, rationaliser, prendre du recul sur des situations qui nous ont fait monter un petit peu dans les tours. Et pour ça, le lien de ces trois éléments, c'est vraiment la notion physiologique. Quand j'ai une émotion, quand j'ai un stress, quand je suis anxieuse, ce qui se passe dans mon corps, c'est quoi? Vous l'avez tous à un moment donné testé dans votre vie de tous les jours. C'est une accélération du rythme cardiaque et une accélération de la respiration. Une mise sous tension globale de l'organisme, mise sous tension qui a besoin à un moment donné d'être déchargée. Sauf qu'on ne va pas pouvoir forcément décharger systématiquement en fonction de la situation dans laquelle on est. Donc, pour revenir au calme, hein, revenir à la détente et favoriser une meilleure capacité d'analyse, de synthèse, la prise de recul et favoriser un meilleur sommeil, qu'est-ce que je fais? Je prends la main sur ma respiration, je ralentis mon rythme respiratoire qui lui-même va ralentir mon rythme cardiaque. Mes fonctions physiologiques vont revenir à la normale, je vais pouvoir m'apaiser et je vais pouvoir regarder la situation de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonnable. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer pourquoi cet exercice de respiration abdominale et surtout dans quelle situation vous allez pouvoir tous l'utiliser. Et si je reboucle sur le sommeil qui est un peu mon dada, pour s'endormir le soir quand vous êtes trop anxieux, faites là cette respiration allongée sur le ventre, ce sera encore plus facile. Là, on va le faire assis, comme on est là. Vous pourriez très bien le faire au bureau ou en télétravail lorsque vous recevez par exemple un mail qui vous contrarie, qui vous fait monter dans les tours, avant de répondre tout de suite quelque chose qu'après vous allez regretter parce que vous l'avez fait sous le coup de l'émotion. Pareil, prenez ce recul et faites cette respiration. Donc pour ça, je vous invite à vous installer de manière très confortable dans votre siège, plutôt les deux pieds à plat au sol si possible, parce que ça va vous permettre d'être dans une meilleure posture. Justement, déjà, la respiration va se faire déjà de manière plus naturelle. Et puis, on décroise les jambes, ce qui fait aussi qu'on est plus à l'aise pour respirer. Pour ceux qui en ont envie, je vous propose de mettre une main sur votre ventre, par exemple, et de sentir un petit peu ce qui va se passer au niveau du ventre. Alors, c'est quoi cette respiration abdominale? C'est simplement, je vais inspirer par le nez, laisser l'air gonfler mon ventre, un peu comme un ballon. Et à l'expiration, je vais souffler par la bouche, comme si je soufflais dans une paille. Et vous allez sentir sous votre main le ventre qui se rentre. Ne forcez pas, faites ça naturellement. C'est ce que fait naturellement le corps quand on respire calmement, hein, sereinement, quand on n'a pas de tension. C'est notre diaphragme, un grand muscle qui est ici, qui est le muscle de la respiration et aussi le muscle des émotions, hein, qui fait ce travail de va-et-vient. Donc on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on souffle surtout très lentement, ce qu'on cherche à faire, c'est ralentir la respiration. Donc je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous et on va le faire ensemble. Donc vous prenez le temps de sentir vos deux pieds bien à plat au sol. Sentir votre dos dans la chaise. Voilà, prenez le temps de revenir à votre corps. Ça, c'est excellent aussi quand on stresse. Revenir dans les sensations corporelles. Et puis, vous allez souffler pour vider tout l'air que vous avez dans le corps. Tranquillement, inspirez par le nez en laissant le ventre se gonfler. Puis expirez doucement par la bouche, tout doucement. Lentement, imaginez cette paille dans laquelle vous soufflez et vous soufflez le plus lentement possible. À nouveau, tranquillement, chacun à son rythme. Inspiration profonde. Le ventre se gonfle naturellement, pousse vos mains, puis expiration, vous soufflez. Dans le souffle, vous laissez partir vos tensions, vos préoccupations. Soufflez bien jusqu'au bout. À nouveau, inspiration profonde. Le ventre se gonfle à nouveau. Expiration douce, vous soufflez lentement par la bouche. Imaginez par exemple une flamme de bougie que vous laissez vaciller sans l'éteindre. Voilà, vous soufflez sur cette flamme tout doucement. Encore une fois, à votre rythme. Inspiration profonde, toujours par le nez. Le ventre se gonfle, pousse mes mains. Expiration douce par la bouche, vous soufflez.
lentement, le plus lentement possible, très lentement. Voilà, vous pouvez laisser la respiration maintenant se faire naturellement, gardez simplement les yeux fermés. Prenez conscience de cette respiration beaucoup plus lente, beaucoup plus calme. Puis laissez venir à vous un mot qui vous inspire le calme, la détente. Alors ça peut être un mot très simple, comme le mot calme justement, ou tout autre mot qui vous inspire la détente. Voilà, vous laissez venir ce mot. Et lorsqu'il est présent, vous allez tranquillement le répéter intérieurement. Vous pouvez même le synchroniser avec votre respiration, c'est-à-dire le répéter à chaque fois que vous soufflez, que vous expirez, sans forcer, naturellement. Alors, petit à petit, ce mot se répète un peu comme un écho à l'intérieur, comme une évidence. Vous laissez le calme s'installer. Et vous prenez simplement conscience de votre capacité à vous apaiser par vous-même, avec votre respiration. Maintenez cet instant encore quelques secondes pour vous. Et vous pouvez revenir à vos sensations corporelles. Vous étirer si vous en avez envie. Réouvrir les yeux. Voilà. C'est une respiration très simple, très accessible. Une respiration que plus on pratique, plus elle devient facile, automatique, et on la mobilise dans plein de situations de la vie courante, au bureau, à la maison, pour dormir, pour gérer le stress, pour gérer les émotions. Elle se pratique allongée, elle se pratique assise, mais elle peut se pratiquer aussi debout dans les transports, par exemple. Donc vraiment, je vous invite à la pratiquer autant que possible. Comme une petite pause aussi, tout simplement dans une journée bien chargée de travail ou de télétravail, parce qu'on a besoin régulièrement de s'apaiser, de revenir au calme. Et je ferai passer à Judith un lien vers un accès ressources pour que vous puissiez utiliser cet audio, le réécouter, vous entraîner et acquérir cet automatisme, si vous en avez envie. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Alors, vous nous avez particulièrement apaisé, relaxé. Je vous ai écouté, j'étais bercée. C'est formidable. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire, alors que nous avons voulu très transversal, pluridisciplinaire. Je pense que ça vous a... Alors, vous ne m'entendez plus? Si. Là, vous m'entendez bien? D'accord. Bon, écoutez. Ah voilà, parfait. Très bien. Donc, écoutez, j'espère que ce format vous a plu. En tout cas, il rencontre un certain succès depuis le début des webinaires. Il nous reste 2 webinaires à la fin jusqu'au début juillet. Vous pourrez aller sur notre site de buchinger-robin.com et nous allons vous proposer un programme extrêmement complet pour la rentrée, septembre-décembre 2020, notamment aussi avec la participation de Fanny Faugeron-Kimmery, qui est très appréciée. On essaiera peut-être de faire des formats parfois peut-être un peu plus courts, avec des exercices plus ciblés, ou parfois des formats un peu plus longs sur des sujets sociétaux peut-être un petit peu plus larges. Je vous mets dans le chat le site internet de Fanny. Vous pourrez y retrouver toutes ses coordonnées. Vous les retrouverez aussi sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. En tout cas, voilà. Si il fallait reprendre, je dirais, la substantifique moelle de ce webinaire, c'était mettre l'accent sur le changement de rythme qui a eu lieu pendant le confinement, dont on ressent encore, je dirais, les soubresauts actuellement, l'importance du sommeil dans cet équilibre-là, l'importance aussi des changements de rythme qui ont lieu notamment sur les enfants qui ont des parents divorcés ou séparés.
Donc, vous voyez, c'est une attention, je dirais, avec le centre, le cœur, c'est le sommeil, et tout ce qui tourne autour, il y a plein de notions sous-jacentes. Donc voilà, c'est très intéressant peut-être de démarrer par cette notion de rééquilibrage au niveau du sommeil. Fanny, vous voulez peut-être nous donner un petit mot de la fin? Oui, parce que effectivement, un point qui est important aussi, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui est en lien avec cette notion de sommeil, cette notion d'équilibre, cette notion de gestion du stress, c'est l'activité physique, qui est fondamentale aussi dans une bonne gestion de notre sommeil. Donc, conserver un minimum d'activité physique, si possible en journée, pas après 19h, 20h, pour pas empêcher l'endormissement, et proposez-le aux enfants justement pour les apaiser, les calmer. La grande difficulté qu'ont eu les enfants aussi pendant cette période, c'est qu'ils n'ont pas pu se dépenser suffisamment. Or, notre corps a besoin vraiment de se décharger en énergie régulièrement pour s'apaiser et pour bien dormir. Voilà, pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Fanny. Au plaisir de vous retrouver, j'espère, à la rentrée pour d'autres programmes, d'autres thématiques croisées. Et je vous le répète à tous, parce que voilà, maintenant, je pense que vous finissez par être un petit peu imbibés par notre état d'esprit. L'idée de ces webinaires, c'est bien évidemment, comme lors des petits déjeuners juridiques, de vous donner une information très pratico-pratique sur le rôle de l'avocat, sur plein de sujets de droit, de procédure ou des sujets sociétaux, mais c'est aussi vous dire, d'où l'intérêt, l'importance des autres experts que nous faisons participer à ces webinaires, c'est de dire que les solutions ne sont pas toujours juridiques et judiciaires et que parfois elles commencent par une autre perception, et notamment ce retour au calme, la notion de faire baisser l'anxiété. Ce n'est pas un avocat qui va pouvoir, ou un juriste pouvoir le régler, mais c'est plutôt d'autres experts, et la sophrologie est là notamment pour offrir des réponses extrêmement intéressantes. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci Fanny, merci Léa pour votre participation, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.